bien dans son job pour parler d'un sujet qui concerne des millions de femmes, ce moment de la grossesse et de la période d'essai. Maxime Hermès, ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat en droit social et vous portez ce sujet. Alors c'est un sujet, je dirais, classique. Concrètement, quelles sont les règles là, très concrètes pour fixer un peu le cadre de ce sujet quand on parle de grossesse et de période d'essai? Alors, vous avez d'une manière générale une protection de la femme enceinte contre le licenciement, mais qui ne s'applique que pour le licenciement. La rupture d'une période d'essai n'est pas un licenciement. Vous avez un droit qui est dérogatoire au cours de cette période, puisque l'employeur, par principe, peut rompre la période d'essai sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Comme il le veut, oui et non. C'est-à-dire c'est comme il le veut, sous réserve de deux limites, ne pas commettre d'abus de droit. La rupture de la période d'essai doit normalement être la conséquence de l'appréciation des compétences et de la performance du salarié ou de la salariée en l'occurrence, et sous réserve d'une absence de discrimination. Donc là, quand on parle de critères de discrimination, la personne qui est victime donc, de cette rupture de contrat peut considérer que sa grossesse est une discrimination. Elle peut le faire valoir auprès d'un avocat. Tout à fait. Tout à fait, et jusqu'à un arrêt récent de la Cour de cassation du 25 mars 2026, vous aviez un débat qui se posait au niveau des juridictions d'appel, donc les juges qui vont venir trancher vraiment les litiges de manière concrète. Après le premier niveau prud'homal, l'appel, juge professionnel. Des juges professionnels, ce qui change un peu la donne et leurs décisions sont toujours très scrutées. Et vous aviez un espèce de débat qui s'était créé sur le régime de la preuve. Le droit de la preuve, c'est le droit du contentieux. Si vous avez une belle histoire à raconter au prud'homme et que vous ne la prouvez pas, évidemment, vous n'aurez pas gain de cause. Et donc, le principe général, c'est que vous devez prouver quelque chose, mais il y a des aménagements en matière de discrimination, notamment. Qu'est-ce qu'apporte très concrètement cet arrêt de la Cour de cassation, notamment à l'égard de ces femmes enceintes, pour le dire directement, ayant été victimes de rupture de contrat? C'est fini ou elles risquent toujours de pouvoir être licenciées pendant leur période d'essai? Alors, elles peuvent toujours le contrat peut toujours être rompu pendant la période d'essai, mais dorénavant, à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation, vous aurez un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'en cas de litige postérieur à cette rupture de l'essai, la salariée pourra demander des dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire de l'essai, et ce sera à l'employeur de prouver que la rupture de l'essai n'est pas liée à une discrimination liée à l'état de grossesse. Un peu de technique avant de nous quitter. Quelles sont les recommandations opérationnelles que vous faites en tant que praticien, et là je dirais à destination de la personne qui est enceinte et de l'employeur aussi? Alors, pour la personne qui est enceinte, c'est de consulter un avocat pour savoir s'il y a lieu à engager un litige, puisque cette charge de la preuve est présumée. Pour un employeur, de manière très opérationnelle, c'est de traiter le dossier avec beaucoup d'attention en amont de la rupture. Dès qu'il apprend que la personne est enceinte? Dès qu'il apprend que la personne est enceinte, ça suffit à déclencher ce renversement de la charge de la preuve. Et à l'inverse de la rupture d'une autre période d'essai, de vraiment beaucoup plus tracer les manquements dans les capacités professionnelles, des formes d'insuffisance, pour venir justifier sa décision. Pour venir en justifier a posteriori. Il n'y a pas d'obligation a priori de justification, mais ça reste recommandé dans le courrier de rupture de l'essai d'expliquer que c'est en lien avec les compétences de la salariée. Donc, sans le dire de manière cynique, un employeur prend quand même des risques à rompre le contrat d'une salariée qui est enceinte. Beaucoup plus qu'avec un salarié lambda ou pour un autre motif même de discrimination. Donc ça veut dire qu'effectivement, il rentre dans une zone de contestation possible du salarié qui pourra faire valoir quand même le motif de discrimination. Tout à fait. Même si l'employeur liste bien les difficultés qu'a pu avoir le salarié sur le plan professionnel. Il pourra les lister, mais ce sera soumis à l'appréciation du juge. D'accord. Et ça, c'est l'avancée, donc, pour ce résumé de l'arrêt de la Cour de cassation. Tout à fait. Arrêt, donc, vous, le praticien, plus protecteur pour le salarié ou plus protecteur pour l'employeur? Plus protecteur pour le salarié sur le principe, mais ça donne aussi un mode d'emploi à l'employeur pour ne pas commettre d'erreur.
les fameuses recommandations opérationnelles que nous avez soumises, la vigilance, notamment sur la difficulté d'exécution du contrat, enfin la capacité opérationnelle du collaborateur. Absolument. Merci Maxime Hermès d'être venu nous éclairer, avocat en droit social, spécialiste de ces sujets. Entre autres, évidemment, merci de nous avoir rendu visite sur cet arrêt de la Cour de cassation, qui est un arrêt important. On tourne une page et on s'intéresse à un secteur. Alors, on l'a traité de différentes manières sur notre plateau, notamment à l'occasion des JO. Mais on va s'intéresser au secteur du sport, parce que évidemment, il y a les vedettes, les stars, celles que vous admirez dans les stades, sur les cours de tennis, dans les bassins. Et puis, il y a tous ces métiers derrière, métiers souvent de l'ombre, qui accompagnent, qui encadrent, qui éduquent nos jeunes. Et on en parle aujourd'hui, c'est les métiers du sport, un secteur économique dynamique d'ailleurs. C'est le Cercle RH et c'est notre débat.